Madame, Monsieur, bonsoir. Le Maroc et les Marocains célèbrent aujourd'hui un des événements phares de leur histoire contemporaine, le 67e anniversaire de la fête de l'indépendance. Et à cette occasion, je me joins à l'ensemble des équipes de Médian TV et de RMI pour vous souhaiter à tous une bonne fête d'indépendance. Et depuis, bien des étapes ont été franchies dans la construction d'un Maroc démocratique, développé et moderne. Sa Majesté le roi Mohamed VI ne ménage aucun effort pour orienter le pays vers davantage de liberté, de démocratie, de justice sociale et de développement pluridimensionnel. Sur la scène internationale, la politique du souverain a également assuré que la voix du royaume soit audible et que la cause nationale ne soit plus un outil de pression, mais un prérequis à toute coopération internationale. Et justement, nous parlons de relations internationales ce soir dans l'émission, car c'est d'actualité aussi. L'autre fait d'actualité, c'est l'Assemblée générale de l'ONU qui a voté cette semaine une résolution non contraignante intitulée « Agression contre l'Ukraine, recours et réparation ». Le texte a été adopté par 94 voix en sa faveur et 14 contre et 73 abstentions. Nous en parlons aujourd'hui dans Questions d'actu avec nos deux experts. Tout d'abord, j'ai le plaisir de joindre par téléphone le professeur Jawed Kerdoudi, président de l'Institut marocain des relations internationales. Bonsoir, professeur Kerdoudi, merci de vous joindre à nous. Bonsoir, madame, et c'est avec un grand plaisir. Merci, largement partagé, professeur Kerdoudi. Et par Skype avec nous depuis l'Écosse, Hafid Boutaleb, expert en relations internationales. Bonsoir, Hafid Boutaleb. Bonsoir, madame Khadija. Merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter, de vous joindre à nous depuis Glasgow. Alors, tout d'abord, donc nous sommes le 18 novembre. À cette occasion, il est tout à fait de circonstance de rappeler le contexte historique de ce grand événement. Alors, il y a d'abord le retour de feu Mohamed V le 16 novembre 1955 et le 18 novembre, jour de la fête du trône, Sidi Mohamed Ben Youssef, qui avait été intronisé le 18 novembre 1927. Eh bien, le discours du trône a été prononcé ici même à Rabat. Cette fête de l'indépendance commémore des valeurs telles que celle du sacrifice. Peut-être un mot dessus, Hafid Boutaleb, je commencerai par vous. Oui, merci pour le rappel historique. Effectivement, c'est la fête la plus ancienne célébrée au Maroc puisqu'elle date de 1932. C'est la première fois où la fête du trône avait été célébrée à l'initiative du mouvement national à l'époque, en pleine période du protectorat, pour justement, à l'époque, commémorer les 5 ans de l'intronisation de feu donc Mohamed Ben Youssef, à ce moment-là, le sultan, qui avait été intronisé en 1927. Et donc, pour commémorer les 5 ans de son intronisation, le mouvement national avait suggéré de faire chômer cette journée. Donc, ça a été un succès puisque en 1933, cela a été inscrit au bulletin officiel à l'époque donc de l'Empire chérifien, qui est devenu aujourd'hui le bulletin officiel du Royaume du Maroc. Et donc, depuis 1933, c'est une fête qui est chaque jour, chaque année, donc chômée et célébrée jusqu'en 1955. C'était donc la fête du trône. Et puis, à partir de 1955, c'était donc la déclaration d'indépendance faite en direct sur les ondes de la radio par feu Mohamed V, donc le sultan Ben Youssef qui ensuite est devenu le roi Mohamed V et qui ensuite, à partir de 1960, 61, est devenu la commémoration de la fête de l'indépendance à la place du 2 mars 56, puisque le 2 mars 56, si vous voulez, est une date plutôt formelle, celle de la signature d'un document qui ne faisait que acter ce qui a été déclaré le 18 novembre 1955, qui était l'indépendance pleine. Et il faut rappeler peut-être, par exemple, que le premier gouvernement de l'indépendance, c'est le 7 décembre 1955, et que donc le Maroc avait déjà acquis sa pleine souveraineté dès la fin de 1955, le 2 mars 56 étant une date symbolique importante aussi, mais c'est la signature de fait qui acte entre le Royaume du Maroc et la République française la fin du protectorat sur la zone centrale. Et puis, il y a eu, bien sûr, avec l'Espagne, le 7 avril, à l'époque avec le général Franco, la signature de la fin du protectorat sur la zone nord. Ensuite, il y a eu la conférence de Fedala fin 1956 pour la restitution de la ville de Tanger, qui était une ville sous administration internationale des Nations Unies à l'époque.
Et puis, il y a eu, il faut rappeler, 1959, la restitution de la bande de Tafaya, qui était sous protectorat espagnol. Tout ça montre que le Maroc a été morcelé au moment de la Absolument. phase coloniale. Et donc, et l'indépendance s'est faite par étapes. Et puis, 1963, il y a eu, le Maroc a déposé au sein des Nations Unies deux territoires autonomes qu'ils revendiquaient, qui font partie de notre intégrité territoriale, le territoire de Sidi Ifni et le territoire à ce moment-là du Sahara espagnol. Et donc, ça a déclenché un processus qui a abouti en 1969 à la restitution de Sidi Ifni, de la ville de Sidi Ifni, qui était administrée par l'Espagne. Et puis, en 1975, après que la Cour internationale de justice se soit prononcée de façon favorable au Maroc, eh bien, la marche verte qui a permis de restituer l'essentiel des provinces du Sud. Et enfin, en 1979, après un très long processus, la restitution de la région de Dakhla Oued Dahab, qui a bouclé un peu le processus de réunification. Et donc, il faut rappeler quand même que le Maroc est le seul pays en Afrique qui n'a pas reconnu les frontières acquises dessinées par le colonisateur et qui a préféré restituer sa pleine souveraineté telle qu'elle était avant la phase coloniale. Excellent rappel des faits. Merci beaucoup, Hafed Boutaleb. Alors, justement, vous avez parlé justement de ce pays morcelé. Professeur Kerdoudi, alors, Feu Mohamed V, puisque nous célébrons aujourd'hui la fête de l'indépendance, 67e anniversaire, avait un autre combat, celui justement d'unifier le pays, celui du développement de ce pays, mais aussi de la mise en place d'institutions démocratiques avec, bien sûr, ce 7 décembre 1955, comme l'a rappelé Hafed Boutaleb. Comment s'y était pris le souverain pour construire cet État et justement comment les choses ont été reprises par Sa Majesté Feu Hassan II et par la suite par notre souverain, Sa Majesté le roi Mohamed VI. Donc peut-être une continuité du rappel des faits, mais aussi tout particulièrement sur cette question d'unité nationale et d'intégrité territoriale et les efforts qui ont été menés dans ce sens. Alors, permettez-moi, madame, d'évoquer un souvenir personnel, parce qu'en 1955, j'avais 13 ans, mais déjà, je comprenais un petit peu la politique et je me rappelle très bien le retour de Sa Majesté Mohamed V le 16 novembre 1955 que j'avais vu à la télévision. Et puis le 18 novembre 1955, à l'occasion de la fête du trône, le discours de Sa Majesté Mohamed V, où il a dit « Nous nous réjouissons de pouvoir annoncer la fin du régime de tutelle et du protectorat et donc l'avènement de la liberté et de l'indépendance. » Et si vous permettez, je veux même le dire en arabe, فقد انتهى عهد الحماية وبزغ عهد الحرية والاستقلال. Cette phrase m'est restée gravée dans la mémoire et c'est pour cela que je voulais évoquer tout d'abord ce souvenir personnel. Alors maintenant, le rôle de Sa Majesté Mohamed V a été primordial dans l'indépendance. Rappelons qu'en 1944, il a approuvé, en collaboration avec le Parti de l'Istiqlal, le manifeste de l'indépendance. Oui. En 1947, il y a eu le discours de Tanger, où carrément Sa Majesté Mohamed V réclamait l'indépendance et même l'adhésion du Maroc à la Ligue arabe. En 1953, il y a eu l'exil en Corse et à Madagascar. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le retour triomphal, et je me rappelle encore quand il a quitté, il est descendu de l'avion, il a presque été porté par la population jusqu'à sa voiture. Alors maintenant, Sa Majesté Mohamed V avait dit aussi le Maroc est sorti du petit djihad
pour s'engager dans le grand djihad. Et ça, c'est très important parce qu'il voulait dire par là, bon, maintenant, nous avons obtenu notre indépendance, maintenant, il faut développer et structurer le pays. Et c'est ce qui a été fait d'abord, bien sûr, par Sa Majesté Mohammed V, mais surtout par Sa Majesté Hassan II, qui a construit l'État marocain, l'État moderne marocain, et qui a parachevé l'intégrité territoriale par la marche verte qui nous a permis de récupérer le Sahara marocain. Donc ça, c'est le rôle de Sa Majesté Hassan II. Et le rôle de Sa Majesté Mohammed VI, c'est qu'il a continué, bien sûr, la modernisation économique. Et je voudrais souligner ici les infrastructures extraordinaires que Sa Majesté Mohammed VI a fait, comme le Tangemed, le LGV, les routes, les ports, etc. Et donc, ces trois souverains ont joué un rôle très important, et tout ça en symbiose avec le peuple marocain. Tout à fait. Et donc, il y a bien sûr cet aboutissement. Hein. Ça n'a pas été chose aisée, comme vous venez de l'expliquer, professeur Kurdoudi, mais le fruit d'un grand sacrifice et d'une lutte ininterrompue. Il y a bien sûr cette autre date, celle de la Révolution du roi et du peuple, le 20 août 1953. Vous en avez parlé tout à l'heure, Hafed Boutaleb. 67 ans plus tard, il y a eu ce discours prononcé à cette occasion par Sa Majesté le roi Mohammed VI, c'était en 2022 donc, et je le cite: « Je voudrais adresser un message clair à tout le monde. Le dossier du Sahara est le prisme à travers lequel le Maroc considère son environnement international. C'est aussi clairement et simplement l'aune qui mesure la sincérité des amitiés et l'efficacité des partenariats qu'il établit. » Fin de citation. Hafed Boutaleb, les prises de position du royaume ont bien changé depuis quelques années maintenant. Un commentaire, pourquoi et dans quel sens? Eh bien, parce que nous sommes un des rares pays d'Afrique. Nous sommes d'abord le dernier pays d'Afrique quasiment à avoir été colonisé, alors que nous sommes à 14 kilomètres de l'Europe. Lorsqu'on voit la carte de l'Afrique en 1900, mis à part l'Éthiopie, eh bien, le Maroc est le seul pays qui résiste encore et qui est encore indépendant. Et donc, en dépit que nous sommes les plus proches de l'Europe, ce qui montre à quel point nous avons, en tant que nation, résisté. Et donc, le Maroc est le dernier pays à devoir, à un moment donné, courber l'échine. Et c'était très dur, c'était une phase très difficile et pour laquelle les Marocains ont payé très cher. Et qui a duré donc 40 ans, la phase du protectorat, avec les bénéfices, mais aussi avec beaucoup de désagréments et de sacrifices considérables pour la population. Et donc, nous sommes jusqu'à aujourd'hui en train de payer cette position d'indépendance, puisque jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours en train de liquider notre colonisation. Les pays qui ont été colonisés par un seul colonisateur, c'était simple de passer du jour au lendemain d'une situation de colonisation à une situation de totale indépendance. Pour nous, non, il nous a fallu un quart de siècle pour parachever notre intégrité territoriale, mais nous sommes toujours sur la scène internationale en train de persuader et convaincre pays par pays vraiment que nous sommes dans une décolonisation et nous ne sommes pas décolonisateurs. Malheureusement, un pays comme le Maroc, comme l'a souligné M. Kerdodi, qui est un pays fondateur de l'OUA, dont le roi, feu Sa Majesté Mohammed V, même feu Sa Majesté Hassan II, ont été des figures de la résistance et qui ont, pendant la Seconde Guerre mondiale, feu Sa Majesté Mohammed V a montré qu'il a protégé la population hébraïque, les Marocains juifs, et qui a aussi été du côté de Roosevelt, du côté de Churchill, de Gaulle, des Alliés, dans la lutte contre les nazis. Et bien, du jour au lendemain, on se retrouve aujourd'hui à être traité de colonisateur dans les théâtres internationaux, alors que ce n'est pas vrai. Nous sommes toujours en train de liquider notre dossier de colonisation. C'est très malheureux. Donc, c'est normal qu'aujourd'hui, nous devons muscler un peu notre position.
On ne peut pas tergiverser avec notre indépendance. Nous avons été un pays qui a résisté très longtemps et qui, depuis 1955, continue de parachever son intégrité territoriale telle qu'il l'a décidé, tel que le peuple marocain l'a décidé, telle qu'elle a été avant que les colonisateurs ne dessinent des frontières artificielles que nous n'avons pas reconnues et nous sommes allés outre, notamment la marche verte en 1975. Et donc, c'est normal qu'aujourd'hui, nous demandions à nos partenaires et à nos alliés de clarifier leur position, puisque le Maroc, en plus d'avoir été résistant et en plus d'avoir été une nation qui a voulu reprendre ses droits fondamentaux, son intégrité territoriale, nous avons quand même, en parallèle, été une nation de débat, une nation de dialogue, une nation de tolérance, qui s'est ouverte à l'Europe, qui n'a jamais voulu rompre son lien avec l'Europe ou les États-Unis et qui a aussi joué un rôle clé dans le processus de paix au Moyen-Orient. Et donc aujourd'hui, quand même, nous avons fait preuve d'une grande sagesse à l'échelle internationale en tant que nation fidèle à notre histoire, à ce que nous avons été depuis des siècles. Et nous attendons quand même de nos partenaires clés, notamment européens, mais aussi en Afrique et en Moyen-Orient, des positions qui soient, et au Maghreb, bien sûr, surtout au Maghreb, des positions qui soient claires et qui soient à la hauteur de ce que nous avons été dans l'histoire et de nos principes en histoire. Et je pense notamment les sacrifices du peuple marocain à côté du peuple algérien pendant l'indépendance, pendant la guerre d'indépendance. Le Maroc n'a pas hésité, que ce soit financièrement ou en termes d'armement ou même diplomatiquement, jusqu'au sommet de l'État, des discours prononcés par Sa Majesté Mohamed V et Hassan II aux Nations Unies pour défendre l'intégrité territoriale et le droit à l'indépendance du peuple algérien, eh bien, nous espérons quand même en retour une reconnaissance de ces points de vue qui ont été courageux et qui aillent dans le sens de l'histoire. Et c'est un peu, bien sûr, le sens du discours de Sa Majesté Mohamed VI, notamment le discours du 20 août 2022. Il y a beaucoup de symbolique, justement. Depuis qu'on a commencé cette émission, il y a beaucoup de symbolique. Et de toute façon, que ce soit dans le monde des relations internationales, de la diplomatie, mais aussi de l'histoire, les symboliques ont beaucoup de poids. Vous permettez, bien sûr, faites vos taleb. Le 18 novembre, c'est la fête la plus ancienne, la fête nationale continuellement célébrée, la plus ancienne en Afrique. Elle a été, donc, comme je l'ai rappelé, célébrée à partir de 1932. Il n'y a pas eu de fête en 1932 qui soit toujours célébrée aujourd'hui dans quelques pays en Afrique que ce soit, sauf au Maroc. Donc, c'est la fête nationale la plus ancienne du continent africain. Merci pour cette précision. Je ne savais pas. J'apprends quelque chose avec vous et on apprend toujours avec nos chers experts sur ce plateau de questions d'actu. Alors justement, professeur Kerdouji, ces positions, cette fermeté de position du Maroc a fini par payer, et très bien. Sauf qu'elle divise encore et il n'y a pas encore un grand consensus, bien que le consensus soit aujourd'hui dans une évolution positive. Vous pensez que cette nouvelle diplomatie du Royaume, avec le Sahara au cœur de cette diplomatie, est amenée à encore récolter beaucoup de fruits, mais cela s'inscrit-il dans la continuité des efforts qui ont été menés par les souverains, feu Sa Majesté Hassan II et feu Sa Majesté Mohamed V? Alors, la politique étrangère de Sa Majesté Mohamed VI, que je suis évidemment de très près, est vraiment la bonne et elle se matérialise par la diversification, c'est-à-dire que le Maroc ne veut plus être tout simplement client et fournisseur de l'Europe, il veut s'ouvrir à l'Asie, à l'Afrique subsaharienne, aux États-Unis d'Amérique. Donc il y a cette politique de diversification qui a été concrétisée par les voyages de Sa Majesté, aussi bien en Russie, en Inde, 50 voyages en Afrique, vous vous rendez compte? Donc c'est pour moi la première caractéristique. La deuxième, c'est la fermeté. Et là, je voudrais donner quelques exemples. Par exemple, vis-à-vis de l'Espagne et de l'Allemagne, notre diplomatie a été très ferme. Elle a
interdit tout contact avec les ambassades d'Espagne et d'Allemagne à Rabat. Et finalement, cette politique de fermeté a donné ses fruits, puisque, comme vous le savez, l'Espagne et l'Allemagne aussi ont apporté leur soutien au plan d'autonomie présenté par le Maroc en 2007 à l'ONU, en disant que c'est la seule solution pour régler le problème du Sahara. Donc cette politique de fermeté a donné ses fruits, et aussi avec les États-Unis d'Amérique dans le cadre de l'accord d'Abraham, qui a permis à ce que la marocanité du Sahara soit reconnue officiellement par les États-Unis, c'est-à-dire le pays, la première puissance mondiale, il faut le dire. Donc je pense que nous avons beaucoup, avec Sa Majesté le roi Mohammed VI, nous avons eu beaucoup d'avancées sur la question du Sahara, avec aussi toutes les consulats. Ils sont maintenant 28 consulats étrangers qui sont installés dans nos provinces sahariennes. Donc, il y a des avancées, mais il faut continuer à rester vigilant, parce que malheureusement, nos adversaires, il faut les citer, c'est l'Algérie, bien sûr, avec aussi l'Afrique du Sud et quelques autres pays, n'ont pas déposé les armes, comme on dit militairement. Et donc, il faut continuer à lutter diplomatiquement, mais aussi par le développement des provinces sahariennes. Et ça, c'est très important. C'est avec un budget de 77 milliards de dirhams a été donc fourni aux provinces du Sud. Et c'est vrai que ces provinces, et surtout les villes de Dakhla et de Laayoune, ont complètement changé. Donc, ce qu'il faut maintenant, c'est allier la démocratie, la diplomatie au développement, et je suis persuadé que nous allons gagner, parce que c'est une bataille que nous allons la gagner très prochainement. Absolument. En tout cas, la bataille du développement est gagnée. En témoignent les images qui étaient en train de défiler pendant votre intervention, cher professeur Kerdoudi. Alors, nous allons, sans transition, passer à présent à l'autre sujet que nous traitons dans l'émission Questions d'actu ce soir, un sujet d'actualité. Il s'agit du vote cette semaine à l'ONU, à l'Assemblée générale de l'ONU, d'une résolution, encore une fois, non contraignante, contre la Russie, pour l'Ukraine, recours et réparation. Alors, peut-être déjà un mot sur l'intitulé de cette résolution, Hafed Botaleb, recours et réparation, de quoi il s'agit, quels sont les détails de cette résolution qui a été adoptée, sachant que les appels d'aide, notamment par les autorités, par le président Zelensky, en ce qui concerne les aides à son pays pour sa reconstruction et sa réparation. Est-ce que cela va dans ce sens? Et dans quel sens exactement va une résolution déjà non contraignante? Une résolution non contraignante, elle a surtout une valeur morale, c'est de condamner une nation et montrer l'unanimité de la communauté internationale, mais sans avoir aucun outil sur le terrain pour peser sur la réalité. Et pour revenir sur un peu l'intitulé, la situation en Ukraine, c'est que les Russes n'ont pas épargné l'Ukraine. L'objectif, dès le début, peut-être en termes de pertes civiles, c'est quand même élevé, mais on aurait pu s'attendre à plus. Mais en termes de pertes matérielles, la situation est très grave. On a vu que depuis quelques semaines, lorsque l'armée russe a constaté que sur le terrain, elle reculait, l'artillerie russe a
constamment pilonné les infrastructures pour couper les villes de l'alimentation en énergie, et notamment l'électricité, et puis aussi en eau potable, et pour détruire les infrastructures de l'Ukraine. Si vous permettez, moi je reprendrai cette expression que les Américains avaient utilisée au moment de la guerre en Irak, remettre l'Irak au Moyen Âge. Ben, c'est exactement ce que font les Russes aujourd'hui avec l'Ukraine. Ils souhaitent remettre l'Ukraine au Moyen Âge, c'est-à-dire transformer ce pays en une terre sans électricité, sans eau potable, sans infrastructure routière et sans pont, sans rien du tout. Et donc, tout cela est un coût considérable pour le peuple ukrainien. L'économie ukrainienne s'est effondrée en 2022 et il va falloir soutenir la reconstruction en Ukraine, puisque pour le moment, l'essentiel des aides qui ont été allouées sont allées vers le soutien militaire qui coûte très cher, qui a coûté d'ores et déjà des dizaines de milliards de dollars d'aide. Et donc aujourd'hui, bien cette résolution va dans le sens qu'il faudra aider l'Ukraine et peut-être pousser aussi la Russie à mettre la main à la poche, même si ça semble très utopique aujourd'hui, mais c'est un peu mettre un cadre, placer un cadre global pour les négociations, puisque on sait aujourd'hui de ce qui fuite que les Russes, en dépit de l'escalade sur le terrain, notamment en termes de pilonnage et de bombardement, ben les Russes quand même veulent négocier pour trouver une issue à la guerre. Ils en parlent d'ailleurs publiquement. Poutine lui-même en a parlé publiquement, mais en accusant l'Ukraine d'avoir des conditions irréalistes, puisque l'Ukraine, justement, parmi ces conditions irréalistes, demande à la Russie de mettre la main à la poche, d'investir et de réparer les dégâts causés par l'invasion de février dernier. Oui, bon, vous avez bien fait de préciser que c'était une utopie hein, que de demander aux Russes des dédommagements ou un fonds, encore moins de mettre en place un fonds d'indemnisation. Un mot peut-être là-dessus, professeur Kerdoudier, sur ce vote dont je rappelle les chiffres. On parle de 94 voix en faveur, 14 contre et 73 abstentions. Absolument. Alors, si vous permettez, je voudrais rappeler qu'il y a eu 5 résolutions de l'Assemblée générale de l'ONU qui, comme vous l'avez dit, ne sont pas contraignantes, mais quand même, ça peut jouer sur le plan diplomatique. Alors, la position de notre diplomatie, il faut le dire, c'est une position de neutralité, puisqu'on n'a pas participé au vote de la résolution du 2 mars, du 24 mars, du 7 avril aussi, et nous avons la seule résolution que nous avons que nous avons votée pour, c'est celle du 12 octobre concernant l'annexion par la Russie des 4 régions de l'Ukraine, et cela parce que nous avons un principe qui est celui de l'intégrité territoriale et que nous n'acceptons pas qu'un pays puisse comme ça s'accaparer des régions par la force. Donc c'est la seule résolution où le Maroc a voté pour. Et comme vous l'avez dit aussi, pour la dernière du 15 novembre, l'agression contre l'Ukraine, recours et réparation, là aussi, le Maroc ne l'a pas voté. Alors on peut se demander pourquoi. Eh bien, il faut dire les choses telles qu'elles sont. N'oublions pas que la Russie a le droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU, et que jusqu'à maintenant, elle nous a toujours ménagés en s'abstenant et non pas en votant contre. Et donc, c'est pour cette raison que nous aussi, et le Maroc aussi, ménage la Russie. Et il y a aussi le commerce important entre le Maroc et la Russie, notamment pour les matières premières comme le pétrole. Donc, si vous voulez, la diplomatie marocaine essaie de jouer à la fois pour l'Ukraine, parce que nous sommes
pour l'intégrité territoriale, mais de l'autre côté, nous ménageons la Russie pour les raisons que j'ai dites, et c'est normal parce que en relations internationales, il n'y a pas de sentiments, il n'y a que des intérêts. Absolument. Et le Maroc n'est pas le seul pays, notamment africain, qui adopte ce principe de neutralité positive. Hafed Boutaleb, il est bon aussi de rappeler certaines positions de pays africains sur cette question de la guerre en Ukraine. Oui, parce que vous savez, les pays d'Afrique voient de manière très circonspecte l'unanimisme mondial pour les victimes civiles en Ukraine, mais qui est mis en parallèle avec l'indifférence totale avec les victimes civiles des conflits en Afrique. Et donc ça c'est normal, on peut pas s'offusquer de morts dans un pays, et pour les mêmes morts, puisque les êtres humains se valent, mais bien n'éprouver aucun sentiment. Donc en Afrique, il y a d'abord cette réaction de distance vis-à-vis du conflit en Ukraine, étant donné les urgences qu'il y a sur le continent, les urgences climatiques, les menaces sur la paix. On voit la situation explosive au Sahel, mais aussi en Afrique de l'Est, notamment au Mozambique et dans d'autres pays d'Afrique centrale. Et on voit aussi les urgences par rapport à la redistribution des richesses, à la pauvreté, à l'explosion démographique dont fait l'objet le continent. Et tout cela, les Africains, d'une certaine manière, souhaitent d'abord que s'il y a une solidarité, qu'elle aille vers un continent de 1 milliard d'habitants. Je ne suis pas en train de dire que l'urgence en Ukraine n'en est pas une. Bien sûr, la population ukrainienne souffre, et on peut le voir très bien sur Internet, sur les reportages des médias, même ceux que vous faites au sein de Média TV. Mais par rapport à la souffrance que subit l'Afrique depuis un demi-siècle, il n'y a pas photo. Et donc, il y a de vraies urgences à régler, notamment l'urgence climatique, avec les soucis d'adaptation qui nécessitent des milliards de dollars. Et l'année dernière, pendant la COP26, ici même à Glasgow, eh bien, on a dit à ces pays africains qu'il n'y avait pas les moyens pour pouvoir faire face à cette adaptation, qu'il fallait qu'ils se serrent la ceinture, comme on dit, et que les moyens allaient venir en compte-gouttes. Les voilà surpris de voir des carnets de chèques pour l'Ukraine, des dizaines de milliards de dollars, peut-être même des centaines de milliards de dollars. L'argent coule à flot pour soutenir l'Ukraine face à l'agression russe, qui en est une véritable agression, mais c'est quand même deux poids, deux mesures, et ça justifie. Et bien sûr, on a vu le président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, qui a joué un rôle très actif sur la négociation avec Poutine pour pouvoir débloquer les cargaisons de blé, pour éviter la menace de la famine, puisque l'Afrique, encore une fois, a été une victime collatérale de cette guerre en Ukraine, puisque à cause donc du blocus russe sur les exportations de blé ukrainien et du blocus occidental sur les exportations de blé russe, eh bien, l'Afrique allait se retrouver sans pain, et donc avec de véritables menaces sur la paix. On a vu comment le Sénégal aussi avait surpris dès le premier vote par une abstention. Et donc, ça avait fait poser plusieurs questions en Europe. Pourquoi le Sénégal vote pour l'abstention? Eh bien, parce que justement, le Sénégal aujourd'hui préside l'Union africaine et a un agenda clair, celui de l'intérêt de l'Afrique, comme l'a souligné M. Kaldodi. Il n'y a pas de sentiments, il n'y a pas d'amis, il n'y a que les intérêts qui priment. Et plus que jamais, l'Afrique a besoin de s'occuper de ses propres intérêts aujourd'hui face à des urgences qui sont colossales. Mais aujourd'hui, en parlant de ces urgences, la communauté internationale semble, vous l'avez expliqué, Hafed Boutaleb d'ailleurs à juste titre, la communauté internationale aujourd'hui est trop occupée à prendre soin de l'Ukraine. Il y a eu la COP27 qui vient de se terminer en Égypte, et en gros, on a d'autres chats à fouetter que d'aider justement les pays africains qui sont les plus touchés par les effets du changement climatique, avec tous les milliards qui sont destinés à l'Ukraine.
Aurait un moment. Mais vous savez, Khadija, juste pour vous rebondir sur ça, Hmm. ce n'est pas juste l'Afrique qui paye les pots cassés, c'est vraiment toute la planète. Je Oui. peux en témoigner ici au Royaume-Uni, la crise du niveau de vie ici, c'est vraiment le sujet quotidien. La population du Royaume-Uni est invitée à se serrer la ceinture, la classe moyenne souffre. Beaucoup de gens, des cadres, préfèrent ne pas se chauffer en ce mois de novembre puisque le fuel et le chauffage et l'électricité coûtent cher et les prix ont explosé. Donc, ils ne veulent pas se retrouver avec 500 ou 600 pounds de factures électriques et donc ils préfèrent ne pas se chauffer. Vous imaginez Alors finalement, est-ce que ces cela étant, résolutions et toutes ces prises de position internationales, elles sont finalement contraignantes pour la Russie, mais pas que, elles sont contraignantes aussi pour les la pays situ- européens et le Royaume-Uni. oui, le Royaume-Uni et les pays européens ont eu très peur de l'invasion de l'Ukraine en février. Ça a vraiment fait peur. Ils ont vu en Poutine un nouveau Hitler et ils se sont vus avec une armée russe en Europe centrale, peut-être même aux portes de l'Europe de l'Ouest, en Hum, dépit de la dissuasion nucléaire. Et donc, hum. on a même parlé de l'avènement peut-être d'une guerre nucléaire. Donc, il y a eu une vraie situation de panique qui a expliqué que même les opinions publiques ont à un certain moment soutenu les positions de leur pays. Sauf qu'aujourd'hui, 10 mois après, il y a une situation d'usure. La situation d'usure, elle est aussi chez les Russes, puisque les Russes aussi payent les pots cassés. Le niveau de vie s'est renchéri aussi en Russie. Il y a aussi des dizaines de milliers de morts, parmi les jeunes soldats qui ont été engagés sur le front, mais aussi en Europe de l'Ouest, où aujourd'hui le niveau de vie augmente, où il n'y a pas de visibilité. Vous savez qu'avant la guerre en Ukraine, il faut le rappeler quand même, on l'a trop vite oublié, il y a eu 2 ans de Covid où le chômage a explosé, où la croissance s'est écroulée. Donc on est sur 3 années de suite consécutives de crise économique. Et là, aujourd'hui, les Européens quand même veulent voir. Vous savez qu'hier, la grande nouvelle au Royaume-Uni, c'était la récession. L'économie britannique entre en récession. Et donc, il y a une succession de mauvaises nouvelles. Et les opinions publiques, la population européenne, aujourd'hui, quand même, souhaite revenir à une situation de prospérité, de bonnes nouvelles, de normalité, ce qui n'est pas le cas. Donc, peut-être, oui, ces résolutions sont très secondaires. Elles viennent quand même asseoir l'idée qu'on a affaire à une véritable agression russe, qui est un cas d'école. C'est Hum, l'agression typique. Un hum. pays qui envahit un autre pays. On parle de 2 grands pays. Un pays qui était jusqu'à hier 45 millions d'habitants. Aujourd'hui, Kiev, la ville, les autorités de Kiev ne contrôlent plus qu'à peu près un territoire comprenant 25 à 30 millions d'habitants. Et puis la Russie, 150 millions d'habitants. Donc, c'est une situation quand même qui ne peut pas rester ignorée par les instances internationales, mais aussi, comme vous l'avez rappelé, la situation de la population d'Europe de l'Ouest, le niveau de vie qui se dégrade, le chômage qui augmente, le moral qui est en train aussi de baisser, et ben tout cela quand même, et puis la situation en général du changement climatique qui inquiète, eh ben tout cela quand même nécessite une véritable réaction de la part des gouvernements des pays occidentaux. Puisque vous parlez des réactions de gouvernements de pays occidentaux, et je fais réagir professeur Kerdodi qui est avec nous par téléphone, je le rappelle, il y a cette déclaration du chef d'état-major américain, Mark Milley, qui ne voit ni la Russie ni l'Ukraine gagner ce conflit. C'est quand même une prise de position assez inédite de part des Américains dans ce conflit. Alors, le rôle, d'ailleurs, on dit que ce sont les États-Unis qui profitent le plus de cette guerre en Ukraine. Oui, bien sûr. D'abord parce que c'est très loin de chez eux. Ensuite parce que bon, ils donnent, mais ils font marcher leurs usines d'armement à plein. Et puis en plus, ça diminue l'importance de l'Europe pour que les États-Unis restent la première puissance mondiale. Donc cette guerre, ce sont les États-Unis qui en profitent le plus. Maintenant, personnellement, j'espère qu'une solution puisse être trouvée rapidement parce que cette guerre a sapé l'économie mondiale, la croissance mondiale, a créé une inflation que nous connaissons même au Maroc, avec beaucoup de produits qui ont augmenté d'une façon considérable. Donc il faudrait arriver
à trouver une solution difficile, je ne vous le cache pas, parce que les, les positions des deux belligérants sont très importantes. Le président Zelensky dit que lui, il veut récupérer non seulement le Donbass, mais aussi la Crimée. Et je ne vois pas comment la Russie et Poutine peut céder la Crimée. Pour lui, ça serait la fin, la fin du monde. Et donc, pour le moment, malheureusement, les conditions ne sont pas réunies pour entamer des négociations. Alors justement, la situation, Hafid Boutaleb, après le retrait des troupes de Kherson, qu'est-ce que cela change concrètement dans ce conflit? Alors, il faut rappeler que quand même le retrait a été unilatéral pour éviter une longue bataille qui allait de toutes les manières se solder par visiblement une victoire de l'Ukraine et plusieurs milliers de morts du côté russe que l'état-major russe a estimé ne pas être nécessaire. Donc, ils ont préféré se retirer de toute la bande à l'ouest de la rivière donc du Dniepr et donc finalement qui est donc la rivière centrale qui coupe l'Ukraine en deux. Et donc finalement, c'est un aveu de la force que l'armée russe a en face. L'armée ukrainienne est une armée déterminée, elle ne s'est pas écroulée, elle continue à se battre, mais il faut rappeler que quand même l'armée ukrainienne voit son armement continuellement approvisionné, C'est ça. réapprovisionné. Et c'est quand même important, hein, puisque ils ont un robinet financièrement parlant qui est fourni par les États-Unis et Vous l'Europe de pensez que ce l'Ouest. robinet ne risque pas de s'amenuire avec Oui, alors, ces récentes élections des midterms et cette fameuse Chambre des représentants qui vote tous les budgets, qui passe plutôt à droite, donc qui passe dans le rouge ou chez les Républicains? Est-ce que cela risque effectivement de changer les choses à l'avenir, non seulement pour, ou en tout cas en ce qui concerne les aides, mais aussi en ce qui concerne l'avenir de ce conflit? alors oui, le Sénat quand même est resté chez les Oui, démocrates. chez les démocrates. Et le Sénat, vous savez, en termes de relations internationales et d'affaires étrangères, le Sénat est beaucoup plus puissant que la Chambre des représentants. Même si la Chambre des représentants, comme vous l'avez fait souligner, c'est de facto le Parlement. Et donc, c'est ce qui vote tous les budgets. Mais le Sénat a le dernier mot sur les affaires étrangères aux États-Unis. Et le président, notamment, a des prérogatives très Oui, mais importantes. c'est Et une il question de semblerait budget, que Fed oui, Boutaleb. oui, 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 bien sûr. La situation, les Américains ont des urgences aussi. Ils ne peuvent pas, et donc ils se retrouvent avec une opposition renforcée aujourd'hui, qui est C'est ça. l'opposition républicaine, notamment avec des élections en 2024 et sur lesquelles maintenant ils n'auront pas l'excuse d'avoir eu une Chambre des représentants, un Congrès entièrement aux mains des républicains, puisqu'ils gardent le Sénat. Donc ils vont devoir justifier quand même. Ils auront eu en 2024 4 ans où ils ont eu une marge de manœuvre considérable. Et c'est compliqué de justifier ça uniquement par l'invasion russe. Donc il va falloir réduire, comme vous avez dit, oui, l'aide vis-à-vis de l'Ukraine, mais il faut constater que l'armée ukrainienne gagne du terrain depuis septembre. Il y a eu une contre-offensive. Au niveau du nord, la région de Kharkiv a été complètement libérée. Aujourd'hui, la région de Kherson, il faut le souligner, était la seule ville la seule ville plutôt capitale d'une province que la Russie est parvenue à conquérir en février et qui a été conquise de manière éclair d'ailleurs, puisque dès début mars, la ville de Kherson avait été soumise à l'autorité russe et aujourd'hui, ce retrait unilatéral montre quand même que les Russes sont en difficulté. Donc, ce sont des résultats concrets que les démocrates peuvent présenter face à leurs opposants républicains. Même les républicains n'iront pas quand même soutenir la Russie face aux démocrates. Les républicains restent aussi foncièrement anti-Poutine et contre l'invasion qui a lieu aujourd'hui. Mais cela dit, effectivement, il va falloir trouver
une issue. Et si l'Ukraine doit conquérir les 100 000 kilomètres, parce qu'il faut souligner que la Russie, en incluant la Crimée, la Russie a grignoté 100 000 kilomètres carrés du territoire ukrainien qu'elle occupe jusqu'à aujourd'hui. Donc 100 000 kilomètres carrés pour que l'Ukraine puisse les reconquérir, notamment comme l'a souligné Jawad Kaddoudi, des territoires comme la Crimée, comme l'Est du Donbass, notamment Donetsk et Luhansk, ça va prendre 1 an et demi, peut-être 2 ans. Est-ce que l'économie mondiale peut supporter? Est-ce que l'économie américaine peut supporter? Donc, est-ce que les opinions publiques peuvent supporter? Donc, ça semble difficile. Et puis même, pour revenir à la Russie, peut-être que les Russes ne sont pas forcément tous unanimes par rapport à cette invasion, mais il y a des territoires comme la Crimée qui font l'unanimité chez les Russes. L'unanimité, je peux vous l'assurer, puisque la Crimée est un territoire russe qui a été offert par les Soviétiques en 1956 à la Crimée, à l'Ukraine plutôt, en guise de récompense pour les sacrifices consentis pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis, ce territoire est resté administré par Moscou jusqu'en 1992. Ce territoire a été administré concrètement par Kiev que entre 1992 et 2014. Donc, c'est difficile de convaincre un Russe que parce que Kiev a administré la Crimée, qui est un territoire russophone historiquement russe, uniquement pendant 22 ans, ça en fait un territoire ukrainien. Et aujourd'hui, c'est un territoire concrètement russe depuis 8 ans. Donc, au vu de tout cet attachement émotionnel de part et d'autre, de part chez les Russes et chez les Ukrainiens, il va falloir trouver une issue autre que celle du conflit, puisque les Russes, s'ils sont amenés à perdre des territoires, ils continueront à vouloir les reconquérir. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Donc, il va falloir trouver une entente, relancer les accords de Minsk et bien sûr tourner la page de ce conflit pour lequel toute l'humanité est en train de payer une facture qui est excessivement chère. Justement, pour clore avec l'ONU, finalement, pour trouver une issue à ce conflit qui semble sans fin, avec bien sûr des impacts sans fin non plus, effets dominos sur l'ensemble de la planète et sur les populations et les économies de toute la planète. Finalement, le rôle de l'ONU dans tout cela, professeur Kaddoudi, pour terminer. Alors malheureusement, l'ONU n'a pas de pouvoir. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et lorsqu'il s'agit des grandes puissances, l'ONU ne peut rien faire. C'est pour cela que personnellement, je milite toujours pour une réforme de l'ONU de façon à ce qu'elle puisse avoir les moyens d'imposer la paix, parce que son principal objectif est la préservation de la paix. Mais si elle n'a pas les moyens, elle ne peut pas le faire. Et donc, l'ONU, comme nous tous, nous assistons quand même à un pays qui est tous les jours bombardé par des missiles, par des obus, sans pouvoir rien faire. Et personnellement, je suis très touché par les pertes civiles en Ukraine, avec des immeubles qui sont éventrés, avec des familles dispersées. Maintenant, on parle de 9 ou 10 millions d'Ukrainiens sans électricité. C'est quand même anormal qu'au XXIe siècle, on voit des choses pareilles se faire sans rien faire. Tout cela parce qu'il y a le risque de l'arme nucléaire, et Poutine a répété plusieurs fois que en cas de besoin, il l'utiliserait, et c'est pour cela que l'Occident il fournit les armes, mais ne veut pas s'impliquer directement dans cette guerre. Et rappelez-vous, et je termine par là, dernièrement, il y a eu le missile qui est tombé sur la Pologne, et normalement, selon l'article 5 de l'OTAN, tous les membres de l'OTAN devraient protéger la Pologne, et ça n'a pas été fait parce qu'il y a cette peur du nucléaire. Et ce que je souhaite, c'est que finalement
on puisse négocier au niveau de l'ONU pour le désarmement nucléaire. Il faudrait qu'on arrive. Mais c'est un missile qui a été lancé depuis l'Ukraine, pas depuis la Russie, professeur Cardosi. C'était une erreur des forces ukrainiennes. C'est ce que tout le monde dit. Moi, je voudrais bien savoir si, d'ailleurs, Zelensky, lui, il a toujours pas reconnu que c'était donc un missile ukrainien. Mais je pense, vous avez raison, l'incident maintenant est clos. Moi, ce que je voulais juste insister, c'est sur ce risque nucléaire qui nous pend sur la tête et qui malheureusement, s'il se déclenche, détruira toute la planète. Ok, on ne le souhaite pas. On ne le souhaite pas, en tout cas, professeur Cardosi, président de l'Institut marocain des relations internationales. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci également de votre invitation. Merci. Et bien sûr, mes remerciements vont également à notre expert en relations internationales qui a été avec nous depuis Glasgow, en Écosse. Merci Hafed Botaleb. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Et merci bien sûr à vous pour votre fidélité à Questions d'actu sur Médien TV. Très bonne suite des programmes.